Nous étions aujourd'hui au ministère de la Ville. Nous étions reçus donc par Maurice Leroy, qui est ministre de la Ville, mais également chargé du Grand Paris. Chacun a pu s'exprimer. Naturellement que sur le fond, tout le monde est très impliqué dans la construction de ce Grand Paris, voulu d'ailleurs par le président de la République. Donc nous sommes tous totalement impliqués dans ce projet, mais dans le même temps, chacun, notamment les maires, les conseillers généraux présents, ont su faire part des problèmes qu'ils rencontraient concrètement dans leur commune, dans leur canton. Donc il y a eu une discussion très franche, très animée, très conviviale avec le ministre. Et je sais que tout le monde a pu, au cours de cette discussion, faire part de ses idées, de ses propositions. Je crois d'ailleurs que les élus de notre groupe sont particulièrement heureux de cette rencontre et tellement d'ailleurs contents d'avoir pu discuter avec le ministre qu'il est prévu de se voir à nouveau. Et chacun, je sais, est tout à fait demandeur pour cela. Le Grand Paris, c'est vraiment la volonté du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a présidé le Conseil général des Hauts-de-Seine et qui, comme élu des Hauts-de-Seine, a vu les échecs non seulement de l'État, mais aussi parfois des grands opérateurs, du syndicat des transports d'Île-de-France. Et c'est une vision que Nicolas Sarkozy a de ce qu'il faut absolument faire pour surmonter ces échecs. Le président de la République se souvient très bien comment les franciliens galèrent dans les transports, que ce soit le RER A ou le RER B qui irrigue le département des Hauts-de-Seine. On peut parler d'autres difficultés. Et donc, c'est faire en sorte que nous puissions avoir une métropole, que la capitale puisse faire métropolisation. C'est aussi la ville post-Kyoto sur laquelle Nathalie Kosciusko-Morizet travaille. Et ça, c'est important. Toutes les grandes capitales européennes et mondiales travaillent sur la ville durable et la ville post-Kyoto. Et pour ça, nous devons y travailler. Je me réjouis que le président de la République m'ait confié cette mission. Nous avons pu travailler à un accord historique qui permet aujourd'hui d'avoir le schéma d'ensemble du Grand Paris qui est derrière moi. Et ce schéma aujourd'hui va permettre de faire en sorte que, pour être très concret, que les Hauts-de-Seine vont bénéficier de 15 nouvelles gares desservies par un métro automatique. Il va y avoir 3 contrats de développement territoriaux qui vont traiter du logement, de l'activité économique, des transports, et par conséquent donc une politique globale et cohérente qui va considérablement améliorer la vie des habitants des Hauts-de-Seine dans les 20 ans qui viennent, mais sans attendre ces 20 ans. Immédiatement, avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Thierry Mariani, nous travaillons à la modernisation. Dès cette année 2012, il y aura des améliorations sur les lignes A et B du RER notamment, mais aussi dans les transports publics, sans attendre la mise en œuvre du schéma d'ensemble du Grand Paris. Donc globalement, le Grand Paris, ça va permettre d'améliorer la vie des habitants des Hauts-de-Seine. J'ai été très heureux de mettre en œuvre, à la demande de Charles Pasqua en son temps dans les Hauts-de-Seine, le pacte 92, qui a été le premier plan d'harmonisation sociale et urbaine de la politique de la ville, mis en œuvre il y a 20 ans, en France, dans un seul département, les Hauts-de-Seine, à l'échelle de tout un département. Et évidemment, comme ministre de la ville, je n'oublie jamais cette expérience parce que nous étions vraiment à l'avant-garde. L'ANRU, c'est exactement ce que nous avions fait, la rénovation urbaine dans le département pour améliorer la vie des habitants et des habitants de ce département des Hauts-de-Seine. Voilà, je m'en inspire beaucoup, effectivement, au plan national, et je suis toujours heureux de revenir dans les Hauts-de-Seine, d'échanger avec le président Patrick Devedjian, mais aussi avec tous les amis qui sont restés des amis au sein de l'Assemblée départementale. Soyons clairs, il ne s'agit pas de faire 70 000 logements dans les Hauts-de-Seine. Les 70 000 logements
qui sont annoncés dans le cadre du Grand Paris, c'est dans l'ensemble du Grand Paris. Et il faudra répartir ça, évidemment, aussi en moyenne couronne, et pas seulement sur le territoire des Hauts-de-Seine. Il ne faut pas effrayer les alto-séquanais, il ne s'agit pas de surdensifier. Le sujet, c'est qu'on regarde intelligemment autour des futures gares nouvelles, comment on densifie en termes de logement, mais aussi d'activité économique, d'activité sociale, les maisons de santé pluridisciplinaires dont on a tant besoin pour faire face aux problèmes de démographie médicale qui existent, y compris en Île-de-France. Voilà. Faire en sorte que le pôle de la défense soit la toute première place de développement économique en Europe, formidable, et qu'elle soit mieux reliée aux aéroports, notamment Roissy, Charles de Gaulle, et le tout dans un raisonnement qui nous amènera à l'axe Seine, qui sera si important pour les années à venir, pour tout l'axe Seine, bien sûr en direction de la Normandie, mais qui impacte aussi les interconnexions futures des lignes à grande vitesse, et donc qui vont vraiment faire de la défense un pôle majeur de développement pour les Hauts-de-Seine, mais pour la France. N'oublions jamais que le tiers de la richesse nationale se crée dans l'Île-de-France, et particulièrement dans les Hauts-de-Seine. Il faut s'en réjouir parce que ça tire le reste de la France. Il y a effectivement deux aspects dans la fonction de Maurice Leroy. Il y a le Grand Paris et la politique de la ville au sens large. Bon, le Grand Paris a été longuement abordé, mais ont été abordées aussi les difficultés ou les profits reçus des opérations en matière de réhabilitation urbaine. Donc il y a des points qui ont été évoqués qui sont importants. D'abord la question de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui est une réussite. Il rassure sur l'aspect en rue 1, puisque là, effectivement, les crédits sont fléchés sur 2012-2013. Et il y aura en rue 2, avec une problématique un peu différente, puisque ça sera focalisé, centré plus sur les copropriétés en difficulté. Concernant les contrats de cohésion sociale, il est tout à fait clair que les opérations actuellement en cours sont poursuivies jusqu'en 2014. Et en même temps, 33 sites ont été retenus en France pour avoir des contrats de cohésion qui soient expérimentaux. Nous en avons un sur Villeneuve-de-Garenne et Gennevilliers, et ce contrat doit évidemment faire l'objet d'une très grande attention, puisqu'il servira de modèle aux contrats qui, après 2014, prendront la suite de ce qui est actuellement réalisé. Et ces contrats sont fondés essentiellement sur la nécessité de mettre en œuvre et d'utiliser au maximum le droit commun. On a établi ce contrat, on l'a établi dans une collaboration avec les services de l'État, collaboration difficile d'ailleurs, parce que le préfet n'a pas d'autorité sur les services de la justice, donc certains grands corps de l'État sont eux-mêmes quasiment indépendants, je pense à l'Éducation nationale. Donc tout cela, faire travailler ensemble des gens qui, naturellement, n'ont pas l'habitude de le faire, et face à une ville, c'est une difficulté. Maurice Leroy, en vérité, aborde là deux sujets. Il aborde la question des contrats ordinaires, ceux qui vont se poursuivre jusqu'en 2014, et il dit, c'est vrai que les crédits sont des crédits qui sont légèrement en décroissance, mais cette décroissance des crédits, je vais le compenser par des gains qu'on va faire sur le gras du central. Et donc, ça, c'est de bonne guerre. Je veux dire qu'il est naturel que le ministre de cette délégation, il recherche et voit ce qui est le plus efficace à l'intérieur des crédits de son ministère. C'est les arbitrages qu'il fait en interne. Et donc là, il nous rassure en nous disant, sur les contrats ordinaires, l'État n'aura pas globalement, parce qu'il peut y avoir des ajustements locaux ou des ajustements à l'intérieur de départements, il n'y aura pas globalement de baisse car je fais un effort sur les crédits centraux du ministère. Il s'agit d'un sujet difficile, d'un sujet qui intéresse à peu près 10% de la population française, puisque les quartiers dits sensibles représentent un peu plus de 6 millions d'habitants sur une population de 65 ou 66 millions d'habitants.
Et donc, c'est un sujet qui doit être traité sérieusement. La réhabilitation urbaine, ça a marché. Il a d'ailleurs rendu un hommage appuyé à M. Borloo qui avait lancé cette opération, prenant modèle sur ce qui se passait dans les Hauts-de-Seine. Les quartiers sensibles demandent beaucoup de crédits, demandent beaucoup de moyens mobilisés. On peut s'interroger sur l'utilité de ces moyens. Que seraient devenus ces quartiers si les efforts effectués n'avaient pas été faits? Quelle est la responsabilité d'une nation à l'égard de ces quartiers les plus modestes? Il s'agit de problèmes politiques, il s'agit de problèmes moraux, il s'agit de problèmes d'intérêt généraux. Là, on est face à une partie de la population qui généralement a été défavorisée pour des tas de raisons, qui sont des raisons sociales, mais qui sont des raisons aussi d'habitat, des raisons de situation géographique, d'éloignement, des raisons liées aux moyens de transport ou à la désindustrialisation des régions où assez naturellement ces gens étaient auparavant employés. Tout ceci mérite une grande réflexion de notre part. Et en ce qui me concerne, je suis tout à fait convaincu de la nécessité, en France comme ailleurs d'ailleurs, concernant Villeneuve-la-Garenne, je reçois beaucoup de délégations étrangères qui viennent voir qu'est-ce qui se passe dans cette ville et comment on avance. Donc je crois que ceci intéresse peut-être pas l'ensemble de nos concitoyens, mais en tout cas intéresse aussi des personnes qui habitent à l'étranger et qui sont face aux mêmes difficultés que nous. C'est un entretien intéressant, cordial, ouvert, et que le ministre, notamment sur ce point et sur d'autres, a dit qu'il prendrait largement en compte nos observations. En ce qui concerne plus particulièrement le problème du logement, nous manquons de logements en région parisienne, donc la loi sur le Grand Paris a prévu d'en faire 70 000 par an, alors que nous sommes un peu en dessous de 40 000, et tout le monde est d'accord sur cet objectif, même s'il est très ambitieux. Le débat qu'il y a en ce moment et les divergences sont où faire ces 70 000 logements. La région, notamment le groupe des Verts, maintient qu'il faut les faire très près de Paris, c'est-à-dire pour l'essentiel dans la première couronne, les 3 départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Ça aboutirait à une densification extraordinaire, car ce sont des départements, notamment les Hauts-de-Seine, où on a beaucoup construit de logements. C'est dans les Hauts-de-Seine qu'on en fait le plus depuis 30 ans, proportionnellement à notre population. Et ça veut dire qu'on a consommé une bonne partie des surfaces disponibles. Et comme il n'est pas réellement, sérieusement envisageable de détruire ce qui existe, de faire, comme disent certains, la ville sur la ville, construire la ville sur la ville, c'est un joli mot, mais ça ne veut rien dire. On ne peut pas tout d'un coup dire au département des Hauts-de-Seine, qui est celui qui a le plus construit depuis 30 ans, vous allez vous mettre à en construire 2 fois plus. Il faut regarder les choses de près et il faut, nous pensons, aller un peu plus loin, tenir compte du réseau du Grand Paris, du réseau de transport rapide et des gares qui vont être faites. Même si elles sont faites dans la première couronne, elles ne sont pas loin des départements d'à côté, Yvelines, Val d'Oise, Seine-et-Marne. Et donc, si on organise bien des transports en commun de rabattement, tramway, bus, etc., sur ces grandes gares, ça permet de desservir de façon intéressante des zones qui sont un petit peu plus loin, et donc de mieux répartir ces 70 000 logements, je répète, chaque année, c'est beaucoup, de mieux les répartir et d'éviter une surdensification des zones les plus proches de Paris qui serait excessive et qui ne serait pas acceptable ni supportable pour les habitants. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas se dire qu'on va tout construire aux abords immédiats de ces gares. Ça veut dire qu'il va y avoir des lignes d'autobus de rabattement, ça veut dire qu'il va y avoir dans certains cas des tramways ou d'autres modes de transport, et que ça donne donc du souffle et la possibilité d'aller un peu plus loin tout en étant bien desservi par les transports en commun. Il est urgent de réfléchir intelligemment surtout et pas se précipiter.